Je vous propose que nous commencions notre après-midi consacré aux premières assises des réseaux professionnels féminins et mixtes des secteurs publics et privés. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers amis, je salue toutes celles et tous ceux qui nous suivent aussi en distanciel parce que cet événement est en format hybride et nous avons pas mal d'adhérents et d'amis qui n'ont pas pu nous rejoindre pour des raisons de place dans notre salle et puis aussi qui ne sont pas à Paris, qui sont sur le reste du territoire français, voire un peu plus loin. C'est un honneur vraiment et un grand plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue pour ces premières assises des réseaux professionnels féminins et mixtes des secteurs publics et privés qui sont organisés par TOGAP. Je tiens tout d'abord à remercier l'Hôtel de l'Industrie qui nous accueille ici dans ce lieu prestigieux où il n'y a pas beaucoup de femmes sur les murs, mais on espère que dans un siècle ou deux, il y en aura quelques-unes. Mais je remercie donc l'Hôtel de l'Industrie de nous accueillir très chaleureusement et en particulier son président Olivier Mousson. Pour nous, c'est une grande journée parce que nous avons lancé TOGAP exactement il y a 2 ans à l'Hôtel de l'Industrie également, un 4 mars, quelques jours avant le premier confinement. Et comme vous avez pu le constater, le confinement, les confinements et le fait qu'il y ait une paralysie presque totale de beaucoup d'activités en France, eh bien nous, ça ne nous a pas fait peur et on a fait exactement le contraire. C'est qu'on a développé un réseau qui aujourd'hui a une place qu'on peut qualifier d'assez importante dans notre paysage. C'est donc aujourd'hui le 2e anniversaire de TOGAP. C'est pour la première fois pour certaines d'entre nous, on se retrouve en présentiel. Certaines d'entre nous, même au bureau, on a vu ça ce matin lors de notre assemblée générale, ne s'étaient jamais vues de visu. Dans la vraie vie, et donc alors qu'on se réunit toutes les semaines, on a l'impression de se connaître très bien depuis très longtemps et en fait on ne s'était jamais vu pour certains d'entre nous. Donc on est vraiment content pour la première fois de se retrouver et puis c'est aujourd'hui la première édition de ces assises et c'est pour nous très important de lancer cette dynamique. Alors pourquoi TOGAP, pourquoi ces assises ? Pourquoi TOGAP? Alors, TOGAP, comme vous le savez pour un certain nombre d'entre vous, mais pas forcément toutes et tous, c'est un collectif qui est tout à fait unique en son genre et qui rassemble ces réseaux professionnels issus du secteur public et privé. Et il s'est constitué, pourquoi? Parce que nous avons fait conjointement le même constat, c'est qu'il y a un sujet au sein de l'égalité professionnelle qui résiste systématiquement, c'est le partage de la décision. Il y a évidemment des avancées sur l'égalité professionnelle, sur les sujets d'égalité salariale, sur l'articulation des temps de vie, sur beaucoup d'autres thématiques, mais celui qui résiste, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, c'est le partage de la décision. Et on le sait, évidemment, c'est parce qu'on touche là la question du partage du pouvoir. Et quand on rentre dans ce registre beaucoup plus profond du partage du pouvoir, ce qui est compliqué, c'est que si on ne partage pas cette décision, on ne prend pas en compte les aspirations et les attentes de la moitié de la population. Et donc, on ne remplit pas finalement la mission qui est la nôtre. Donc, le partage de la décision, pour nous, c'est un enjeu majeur parce que c'est de là que procède absolument tout le reste. Et le sujet n'est pas, comme on nous le dit parfois, un sujet de carrière individuelle de femmes favorisées, mais c'est un sujet de performance de nos organisations, ça l'est démontré par un certain nombre d'études, mais c'est aussi une question de qualité de la décision. Et pour celles et ceux qui travaillent dans l'univers public, c'est le sujet de la qualité de la décision publique. Donc ça dépasse très largement ce parcours de carrière individuelle. Et je voudrais reciter, comme je le fais régulièrement, cette réflexion du secrétaire général de l'ONU, que certains d'entre vous connaissent bien, mais qui me paraît tout à fait emblématique de ce que nous faisons, de ce qu'est notre ambition, c'est qu'aucun grand défi mondial, quel qu'il soit, politique, économique, social ou culturel ou écologique, ne sera relevé sans la participation effective des femmes à la prise de décision. La rendre possible, c'est la clé de la stabilité, c'est favoriser la prévention des conflits, ouvrir la voie au développement durable et inclusif. L'égalité
des genres est la condition sine qua non d'un monde meilleur. Et quand le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a prononcé ces mots, quelques jours plus tard, nous avons créé Tougap et nous l'avons lancé ici même. Alors, à l'époque, on était les réseaux qu'on avait, j'allais dire, sous la main, c'est-à-dire qu'on était 37 à l'origine, et puis on est plus de 60 aujourd'hui sans avoir cherché particulièrement à nous développer parce qu'on a eu beaucoup de choses à faire entre-temps. Et je souligne le fait que ces plus de 60 réseaux aujourd'hui ont pratiquement 500 000 adhérents dans le monde, ce qui constitue quand même une force très importante. Et il me semble, et on en a longuement parlé ce matin lors de notre Assemblée générale, c'est que le fait que Tougap se soit développé de façon fulgurante et la place qu'il a prise en aussi peu de temps témoigne à la fois du fait qu'il y avait un besoin, qu'il y avait quelque chose à combler, et puis témoigne aussi de la crédibilité qu'on accorde à ce collectif. Et la crédibilité, je pense, et on en a encore beaucoup discuté ce matin, elle vient surtout de son identité, c'est-à-dire le fait que ces réseaux sont des réseaux constitués d'hommes et de femmes en situation professionnelle à l'intérieur de leurs organisations et qu'à l'intérieur de leurs organisations, nous sommes en capacité d'observer, de proposer, de mettre en œuvre. Et ça permet de mettre en œuvre un mode opératoire qui est complètement innovant, qui est que quand on propose une solution, une disposition un peu technique, on peut le faire valider, on peut la faire valider sur le terrain par l'ensemble de nos réseaux professionnels pour savoir si elles sont adaptées, ces propositions, à la réalité du terrain. Et je voudrais dire aussi que le décloisonnement public-privé, c'est vraiment un atout majeur qu'on a pu vraiment constater dans ce que nous avons fait tout au long de cette année, parce qu'au sein d'un même collectif, nous rassemblons vraiment toute nature de compétences, et ce qui permet d'avoir la capacité à capter un sujet et à le transformer en objet de propositions législatives ou d'une autre nature, mais clé en main pour les pouvoirs publics. Alors, notre mode de fonctionnement, on en a longuement parlé ce matin. On a surtout été extrêmement occupés cette année pour accompagner le processus d'élaboration de la proposition de loi Rixain devenue en fin d'année une loi. Et nous sommes très fiers d'avoir pu apporter notre contribution. Et je reprends les propos qui sont ceux de Marie-Pierre Rixain, et je pense qu'elle en parlera tout à l'heure, qui sont que Tougap a apporté très certainement une plus-value importante dans la rédaction de cette loi. Alors, pourquoi ces assises ? Il est certain qu'avec la grande cause du quinquennat, on a eu des avancées notables ces dernières années sur l'égalité professionnelle, mais pour ce qui concerne, je le disais à l'instant, le partage de la décision, finalement, il n'y a eu que la loi Rixain, votée en décembre dernier, qui constitue véritablement une nouvelle étape. Et cette nouvelle étape, elle est partielle, puisqu'elle concerne essentiellement le secteur privé, et puis assez marginalement les collectivités territoriales. Mais en ce qui concerne le partage de la décision au sein de l'État, pour l'instant, nous en sommes encore très loin. Alors, nous considérons qu'il ne faut pas relâcher notre effort, et c'est pour cette raison que nous avons estimé important aujourd'hui d'échanger autour de 2 tables rondes. La première sur l'impact du partage de la décision sur la société en général, et la deuxième table ronde sur les solutions et les conditions de succès pour une gouvernance partagée. À quelques semaines des élections présidentielles françaises, ces assises sont l'occasion pour Tougap de rendre public un livre blanc qui propose les premières pistes à suivre pour atteindre le partage de la décision entre les femmes et les hommes pour le prochain quinquennat. Alors, ce livre blanc sera remis après les 2 tables rondes à la ministre chargée de l'égalité femmes-hommes, Elisabeth Moreno, qui nous fait l'honneur de venir échanger avec nos réseaux sur les propositions que nous faisons et de conclure ensuite nos assises. Je dirais pour conclure qu'au moment où Tougap tient ses assises et publie son livre blanc sur le partage de la décision entre les femmes et les hommes, on sait qu'une guerre vient d'éclater au cœur de l'Europe, alors même que la crise mondiale du Covid-19 n'est pas terminée. Et il me semble que cette situation rend plus urgente que jamais la nécessaire participation pleine et entière des femmes au processus de décision et à l'édification du monde du XXIe siècle. Nous voulons, avec ces premières assises, participer à ce chemin
Et pour ouvrir ces assises, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir une personnalité qui connaît particulièrement bien ces sujets, Madame Sylvie Pierre Brossolette, nouvelle présidente du Haut Conseil à l'égalité. Bon. Vous allez me dire si par hasard vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez avec ça? C'est plus agréable. Hein. D'abord, bonjour à toutes. Je ne dis même pas à tous. Si, il y a quelques hommes quand même. Très heureuse d'être avec vous, de rejoindre TOGAP aujourd'hui, ce réseau formidable pour ces assises historiques. Merci Nathalie Pile d'avoir pensé à m'inviter à ouvrir ces travaux. Et je voulais à cette occasion saluer la diversité des réseaux de TOGAP. C'est quelque chose d'assez extraordinaire et original. Et cette association du public, du privé, de tous horizons, permet une richesse formidable d'échanges de vues, d'expériences, de vos travaux, qui est vraiment très très particulier et que je tenais à saluer au passage. Je voulais aussi saluer deux copines que j'ai ici, Catherine Ladouce qui est déjà repartie et Agnès Arcier qui est... Ah, elle est là Catherine. On m'a dit que tu étais repartie. Bon, ben voilà, donc une du public, une du privé, vous voyez comme ça s'équilibre. Et donc j'avais déjà bien, évidemment grâce à Nathalie aussi, entendu parler de ce réseau, mais ravi de vous voir en vrai, parce que vraiment la visio, il y en a assez. Hein. Bon, et alors, le sujet que vous abordez, évidemment, la gouvernance me tient particulièrement à cœur. Et avant de vous dire ce que le HCE pense de la question, je vais vous dire un tout petit mot personnel, parce que je suppose que la plupart d'entre vous ne me connaissent pas du tout. Mais j'ai eu un parcours où je me suis heurtée, mais absolument tout le temps, à ce problème de gouvernance partagée. J'ai commencé à 20 ans au cabinet de Françoise Giroud, qui venait d'être nommée secrétaire d'État à la condition féminine, un tout petit secrétariat d'État, dernier rang du gouvernement, dans un gouvernement où il n'y avait que des hommes, et Jacques Chirac, qui est un grand féministe devant l'internel, comme vous savez, qui était Premier ministre. Et donc, il n'avait qu'un cabinet d'hommes, les ministres étaient des hommes, le garde des Sceaux était Jean Le Canuet, lui aussi grand féministe devant l'Éternel, qui ne voulait rien bouger aux lois. Enfin, c'était absolument ubuesque. Et vraiment, là, on s'est dit qu'avec si peu de femmes au gouvernement et dans les rouages de l'État, il y avait peu de chance. Mais enfin, avec Françoise Giroud, on avait quand même avancé 100 propositions qui nous paraissent maintenant normales. Mais enfin, à l'époque, c'était déjà une révolution. Bon, premier mur de la gouvernance. Puis après, alors je suis devenu journaliste, encore une autre histoire. 35 ans de journalisme politique, vous doublez les domaines où il n'y a pas de gouvernance homme-femme, c'est-à-dire le journalisme et la politique. C'était absolument ubuesque. J'ai pris 18 ans avant de devenir chef, mais j'ai eu les hommes qui me sont passés devant tout le temps, même les moins qualifiés, mais enfin, c'était pas grave, il fallait que ce soit un homme. Et après, je suis devenue chef. Mais c'était pas mieux parce que j'étais toute seule autour de la table. Je me sentais très seule. Enfin, ça a été tout le temps comme ça. Puis sur les plateaux de télé où j'ai appris à devenir mal élevé parce qu'il fallait faire comme les hommes, interrompre, avoir une grosse voix. Bon. Et voilà. Donc, même chose au CSA. Quand j'ai été nommée au CSA, il a fallu que je négocie la loi Najat Belkacem d'égalité femmes-hommes appliquée aux médias, mais ça devait être en concertation avec les chaînes. Que des hommes PDG, à part le service public, que des hommes à TF1, à M6, à Énergie, à Canal, tous plus féministes les uns que les autres, comme vous imaginez. Ça a été épouvantable, mais enfin, du coup, je me suis bien battue et quelques progrès de fait. Il n'y a toujours pas de femmes sur les chaînes privées, hein, vous n'en voyez pas. Enfin, à la tête. La gouvernance, parce qu'on nous met des très jolies animatrices, on envoie des reporters femmes à la guerre, mais toujours pas les patronnes. Ça, c'est exclu. Bon, alors je vais arriver quand même au HCE, mon boulot actuel, où là, Dieu merci, c'est la parité, et il y a même une femme présidente, ce qui est quand même sympathique, en tout cas pour moi. Et évidemment, sur ces sujets de parité, nous avons déjà beaucoup travaillé. Agnès en est le témoin, elle a rendu des rapports plus passionnants les uns que les autres, où
Elle a vraiment beaucoup travaillé, je lui suis encore très reconnaissante. Nous avons vécu 2 ans ensemble merveilleux, côte à côte au HCE, où moi je m'occupais des stéréotypes, elle de la parité, c'est presque pareil. Bon, alors, le HCE a évidemment des idées sur vos questions. Et on a à peu près les mêmes que vous, hein, sans dévoiler de secrets. J'ai jeté un petit œil sur ce que vous allez dévoiler tout à l'heure. Nous allons évidemment dans le même sens. On est convaincu au HCE que les défis auxquels nos sociétés sont aujourd'hui confrontées, qu'ils soient économiques, écologiques, sanitaires ou sociétaux, ne pourront être relevés sans la participation pleine et entière des femmes aux prises de décision. Et nous partageons évidemment aussi l'idée que les enjeux d'égalité concernent aussi bien le secteur privé que le secteur public, et que l'égalité entre les femmes et les hommes ne peut advenir sans égalité professionnelle. Enfin, tout ça se tient. Alors, il y a eu quelques progrès. Il y a eu l'adoption de la loi Copé-Zimmermann, de la loi à laquelle faisait allusion Vallaud-Belkacem, la loi Sauvadet, de nombreuses avancées qui ont été autant de pieds dans la porte et qui ont fait avancer un peu la parité. D'ailleurs, dans la fonction publique, il y a des premiers résultats globaux, puisque la part des femmes primo-nommées, comme on dit, a dépassé le seuil des 40% globalement, et les femmes composent à plus de 40% les conseils d'administration des grandes entreprises françaises cotées. Enfin, je ne vous apprends rien. Mais alors, derrière ces chiffres, les femmes continuent encore, malheureusement, à se heurter à des plafonds de verre. Ça aussi, vous le savez, les stéréotypes de sexe et la prégnance des rôles sociaux restent très puissants. Ils impactent les femmes dans leur choix professionnel et dans leur avancement pendant leur carrière. Et la trajectoire engagée par les lois que je viens de citer ne semble pas vraiment alimenter une dynamique, ça ruisselle ni vers le haut ni vers le bas, ni dans le public ni dans le privé. Et puis, nous savons très bien toutes les stratégies de contournement mises en place par les responsables. Dès qu'on vous met un pourcentage, on trouve un moyen de le tourner. On nomme les femmes, mais après on les met dans les placards, on leur donne toujours surtout pas un deuxième poste, on se targue d'en avoir nommé, et on remplit les statistiques sans avoir fait vraiment progresser la cause. Vous connaissez toutes ces petites pratiques désagréables. Il faudrait aussi compter beaucoup mieux les statistiques et au lieu de se contenter de moyennes, aller regarder dans la granularité des statistiques où sont les endroits qui vont les plus mal et les pratiques qui sont les plus répréhensibles. J'ai eu comme ça l'occasion, en réfléchissant à votre sujet, l'occasion de noter, parce que j'ai fait un rapport pour la culture récemment, mais j'ai regardé leurs chiffres au ministère de la Culture, les 6 directeurs généraux sur 6 sont des hommes, alors que le vivier de femmes est de 56%. Avouez que c'est extraordinaire, avec une ministre femme. Elle fait ce qu'elle peut. Il y a eu beaucoup de ministres femmes qui ont fait ce qu'elles peuvent, depuis Aurélie Filippetti d'ailleurs, mais c'est dément, le poids des traditions. 6 directeurs généraux sur 6 sont des hommes. Et vraiment, je ne continuerai pas trop, enfin, un petit peu quand même. Vous avez vu, le gouvernement est donc un seul ministère régalien, celui de la Défense occupé par une femme. Les cabinets ministériels, je ne vous en parle pas, jusqu'au plus haut niveau de l'État, on voit que des hommes. Et toutes ces dernières réunions, que ce soit pour les crises sanitaires ou militaires, c'est encore que des hommes, partout, et encore des hommes. Bon. C'est comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez, on a du boulot, c'est pour ça que vous êtes là. Alors, on se félicite quand même de la loi dite Rixain, qui fait avancer les choses normalement, qui fera avancer les choses normalement dans le secteur privé, et en instaurant des quotas, enfin, parmi les cadres dirigeants, ainsi que les COMEX et les CODIR. Mais vous savez très bien qu'il va falloir encore nommer 212 femmes dans le SBF 120 pour arriver à ce chiffre, on n'y est pas. Et en plus, on leur donne jusqu'à 2030 pour le faire. C'est quand même, pour nous, un petit peu trop lent. Et puis, le seuil d'application de 1000 salariés est trop élevé. Donc, il va falloir faire mieux. Et il faut s'y attaquer dès le prochain gouvernement. Il faudra remonter à l'assaut, voir qui est aux manettes, mais dire que c'est trop peu. C'est très, très bien que ça existe, parce que maintenant, il suffit de changer les chiffres, les taux. Mais il ne faut absolument pas laisser les choses en l'état, sinon on va prendre 1000 ans pour y arriver. Et puis, on regrette aussi au HCE, non seulement donc, la lenteur et le manque d'ambition de ces chiffres,
mais aussi le fait que l'article qui figurait dans la proposition de loi et qui prévoyait l'obligation pour le gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur l'équité salariale était supprimé, parce que ça aurait permis quand même un contrôle plus permanent et ça aurait permis surtout de faire progresser le principe effectif de salaire égal pour un travail de valeur égale, cette nouvelle notion qu'on espère instituer. Alors, quant à l'instauration d'un mécanisme d'égale-conditionnalité par les financements de BPI France, bon, c'est un premier pas encourageant, mais vraiment un premier pas. Il faudrait que toutes les entreprises concernées par des financements, des aides, des réglementations, et Dieu sait qu'il y en a en ce moment, les milliards pleuvent, les exceptions pleuvent, les règlements de toutes sortes, ça ne devrait jamais être accordé sans une contrepartie en termes d'égalité femmes-hommes et en particulier en termes de carrière, de poste, d'avancement. C'est incompréhensible. L'argent, c'est une occasion historique de distribution d'argent et on ne le fait sans aucune contrepartie. Si l'égale-conditionnalité qui a été conçue et portée par le HCE n'arrive pas à s'appliquer dans ce cas-là, c'est à désespérer. Je compte sur vous pour remettre ce principe sur le devant de la scène dès les élections passées en disant mais enfin ces milliards que ces entreprises vont encore toucher parce que maintenant il va y avoir les compensations de la guerre. Bon, il y aura toujours une occasion à compensation dans ce pays. Donc malheureusement il n'y a que des crises et donc il n'y aura que des compensations. Donc il faut absolument qu'il y ait des contreparties. Ça leur coûte rien de promouvoir des femmes plutôt que des hommes. Donc, et pour l'instant ça leur coûte moins cher en plus. Donc, vraiment, cette égale conditionnalité, il faut insister dessus. Quant au secteur public, chère Agnès, je vais citer son rapport, elle va se reconnaître. Nous défendons évidemment l'introduction d'un index égalité dans la fonction publique. Pourquoi le faire dans le secteur privé et pas dans la fonction publique? Ce serait incompréhensible que l'État ne s'applique pas à lui-même ce qu'il exige des autres. Ça permettrait davantage de transparence dans les rémunérations et faciliterait toutes les tâches d'évaluation. Le HCE appelle également à beaucoup d'autres mesures, étendre les dispositions actuelles des nominations équilibrées aux emplois d'encadrement supérieur et de direction non encore concernés par ces dispositions, augmenter à 45% et pas à 40% le pourcentage des primo-nominations aux emplois supérieurs en faveur du sexe sous-représenté, ainsi que d'assurer un pourcentage minimum de 40% sur le stock au-delà de toute considération de primo-nomination, désagréger, comme je disais tout à l'heure, les niveaux de responsabilité, directeur, sous-directeur, afin de rendre ces obligations applicables à chaque niveau et éviter une concentration de femmes au poste de sous-directeur, ou directrice, pardon, et assumer toute la transparence des nominations dans l'ensemble des postes en rendant obligatoire la publication d'une fiche de poste. Sinon, entre copains, mecs, on se dit, tiens, tu sais, va postuler, là, il y a un poste qui se dégage, et puis les femmes, ça leur passe sous le nez. De même, les employeurs publics particulièrement engagés sur l'égalité professionnelle et la parité pourraient bénéficier d'un bonus financier au titre des crédits de fonctionnement sur la base de critères précis, mesurables, vérifiables. Ça aurait l'effet, on espère, d'entraîner un cercle vertueux au sein de ces administrations. En outre, et tout comme dans le secteur privé, le contrôle et le suivi des législations paritaires doit prendre une place plus importante pour assurer l'effectif des dispositifs. Parce qu'on a beau prendre des règles, si elles ne sont pas suivies derrière, ça ne sert à rien. Enfin, pour parvenir à l'objectif d'un égal accès des femmes au pouvoir, que cela soit dans les entreprises ou au sein de la fonction publique, il est primordial d'agir en amont sur la chaîne de fabrication des inégalités. Si effectivement il n'y a pas de femmes à nommer dans des postes, ce n'est pas la peine de réclamer les postes. Il faut d'abord en amont effectivement préparer tout le vivier nécessaire à ce que ça se passe bien, facilement, et qu'on ne nomme pas une femme incompétente quelque part. Ces messieurs seraient trop contents après de pouvoir dire, vous voyez, ils étaient incapables. C'est pour ça que au HCE, on insiste particulièrement sur la nécessité de favoriser une orientation scolaire et professionnelle dépourvue de stéréotypes, afin d'ouvrir aux femmes l'ensemble du champ des possibles dans tous les métiers d'avenir. Là encore, tous ces métiers d'avenir qui sont largement financés, il faudrait absolument que ce soit dans la tech, l'écologie, etc., qu'il y ait une contrepartie de formation des femmes, d'ouverture aux femmes de ces postes-là. Il faut absolument qu'elles grimpent dans le train des métiers d'avenir, sinon elles vont se retrouver
complètement coincés dans des métiers soit en voie de disparition, soit sous-payés. Et l'objectif du partage de la gouvernance et des responsabilités se doit en effet de servir l'objectif plus large de l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que si le plafond de verre doit être brisé, il ne faut pas oublier pour autant toutes ces femmes accrochées à un plancher collant qui les maintient dans les emplois précarisés et sous-payés. Les employeurs et les partenaires sociaux doivent se saisir sans délai de la question de la revalorisation de ces métiers majoritairement féminins, via notamment une refonte des systèmes de classification qui véhiculent encore trop souvent des stéréotypes de genre. J'ai bientôt fini. On plaide également pour la mise en place des politiques publiques volontaristes permettant une meilleure répartition des responsabilités familiales. Je pense notamment à l'augmentation de la durée obligatoire du congé paternité ou encore au congé parental qui doit être rendu plus attractif pour les deux parents, ainsi qu'une meilleure prise en charge des enfants en bas âge avec la création d'un véritable service public de la petite enfance. La lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le monde du travail doit également être renforcée, car là où il y a violence, il ne peut y avoir d'égalité. Vous savez que beaucoup de filles renoncent à s'engager dans les facs ou dans les écoles scientifiques ou dans des métiers scientifiques tellement elles craignent le harcèlement et le masculinisme toxique. Donc, plus que jamais, la parité doit irriguer la gouvernance, aussi bien dans le secteur public que privé, et doit être pleinement intégrée à une politique globale d'égalité professionnelle. Et je vais vous laisser enfin parler. Pardon d'avoir été un petit peu longue. Je suis sûre que vos débats vont être très fructueux, vont effectivement rejoindre les travaux du HCE et ses préoccupations. Et je vous dis à bientôt parce qu'il faudra absolument que nous travaillions ensemble. Je compte sur Catherine et Agnès et Nathalie pour organiser des séances communes, des actions communes. Plus on est unis, plus on est fort. Je sais que vous allez pouvoir faire part de tout cela à la ministre tout à l'heure. Ne la retenez pas trop longtemps parce que c'est juste après vous que je lui mets je remets mon propre rapport sexiste. Elle a un emploi du temps très serré, je serai en train de poireauter à son ministère. Donc merci beaucoup et à très bientôt.